Salut à tous. Dans cette vidéo, on présente le principe de fonctionnement d'un condensateur. Qu'est-ce qu'un condensateur? C'est un dipôle électrique dont le symbole est le suivant. C'est un dipôle électrique parce qu'il possède deux bornes qui permettent de le relier au reste d'un circuit de la manière suivante. Et si le courant électrique rentre par l'une de ces bornes, alors il ressort par l'autre. Et à quoi sert au juste un condensateur? En fait, le condensateur est conçu pour accumuler des charges électriques sur deux armatures conductrices parallèles. Schématiquement, je le représente de la manière suivante. Et ces deux armatures conductrices sont reliées aux deux bornes du condensateur. Et là, je représente des charges positives sur cette armature et des charges négatives sur l'autre qui est en face. Et entre ces deux armatures, on trouve en général un matériau isolant. Ainsi, les charges électriques ne peuvent pas aller d'une armature à une autre en traversant ce matériau et ne peuvent le faire qu'en faisant le tour de tout le circuit. Et d'où viennent ces charges électriques? Là, il faut se rappeler la nature du courant électrique. Qu'est-ce que le courant électrique? En fait, le courant électrique, c'est le mouvement d'ensemble des porteurs de charge électrique. Par exemple, dans un métal, c'est le mouvement d'ensemble des électrons de conduction. Et dans une solution ionique, c'est-à-dire une solution qui comporte des ions, c'est le mouvement d'ensemble des anions et des cations. Donc le condensateur est relié à un circuit électrique dont les fils sont en général en cuivre et les armatures du condensateur sont en général en métal. Les porteurs de charge dans notre cas sont les électrons et un courant électrique représente le mouvement d'ensemble des électrons. Par exemple, si un courant électrique arrive sur cette armature, alors ceci représente un mouvement d'électrons dans ce sens, c'est-à-dire que cette armature est en train de perdre des électrons, c'est-à-dire que des électrons sont en train de quitter cette armature, et cette armature alors, elle gagne en charge électrique positive. Elle donne des charges électriques négatives, ce qui est équivalent à gagner des charges électriques positives. De l'autre côté, l'autre armature va fournir un courant électrique dans ce sens, donc là c'est le courant électrique, ce qui représente un mouvement d'électrons dans ce sens. Et là, c'est un apport d'électrons à l'armature. Cette armature est en train de recevoir des charges électriques négatives. Donc là, on voit que le courant électrique permet de modifier la valeur de la charge électrique sur les armatures. Et on va juste résumer ceci en disant que lorsqu'un courant électrique traverse un condensateur, il fait varier au cours du temps les quantités de charge électrique sur ces armatures. Et là, on pourrait se poser la question, existe-t-il une relation mathématique entre l'intensité du courant électrique, que l'on note I, et la valeur de la charge électrique, qu'on va noter Q. Et plus précisément, puisque le courant électrique fait varier au cours du temps la charge électrique, alors la variation de la charge électrique au cours du temps, qui est bien décrite par la dérivée de la charge électrique, est mathématiquement reliée au courant électrique. Et nous allons chercher quelle est la relation entre ces deux quantités. Pour y arriver, on va d'abord se rappeler certaines choses sur la charge électrique et certaines choses sur le courant électrique. D'abord, la charge électrique obéit à des lois qui sont les suivantes. La charge électrique se conserve, c'est-à-dire qu'on ne peut ni faire apparaître
ni faire disparaître une charge électrique seule. On ne peut que la déplacer d'un endroit à un autre. Et deuxièmement, la matière est globalement neutre. C'est-à-dire qu'il existe autant de charges positives que de charges négatives dans la matière, dans l'univers. Et en considérant le fait que le condensateur est conçu pour rester globalement neutre lorsqu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il ne porte aucune charge électrique globale, alors si l'une des armatures du condensateur porte une charge électrique positive, alors l'autre armature doit porter une charge électrique négative qui lui est égale en valeur absolue. Ainsi, ensemble, les deux armatures ont une charge totale nulle. Par exemple, si on appelle A l'armature qui se trouve à gauche et B l'armature qui se trouve à droite, et si on note Q indice A, la charge électrique portée par l'armature A, et Q indice B, la charge électrique portée par l'armature B, alors la charge totale portée par le condensateur est QA plus QB. Cette charge totale doit être égale à 0. Et ceci est équivalent à dire que la charge électrique de l'armature A est égale mais de signe opposé à la charge électrique de l'armature B. Et ceci doit rester ainsi quel que soit l'instant t considéré. Par exemple, un condensateur initialement porte une charge électrique nulle sur cette armature, alors l'autre armature elle aussi porte une charge électrique nulle, et au cours du temps, le condensateur va recevoir un courant électrique, et au cours du temps, la valeur de la charge électrique sur cette armature va changer. Disons qu'elle va prendre la valeur moins 3 microcoulombs par exemple. La charge électrique s'exprime en coulomb dans le système international. Et 1 coulomb est une très grande valeur de charge électrique, surtout pour un condensateur. On rencontre plus souvent le microcoulomb ou le millicoulomb. Donc revenons à l'exemple. Disons que cette armature gagne une charge électrique égale à moins 3 coulombs. Alors, pour que le condensateur reste globalement neutre, quel que soit l'instant considéré, l'autre armature va apporter une charge électrique plus 3 coulombs, et ainsi de suite. Même après un certain moment, la charge électrique de l'armature de gauche va devenir positive parce que le courant a changé de sens. Si elle atteint par exemple la valeur plus 20 microcoulombs, alors l'autre armature à droite va apporter la charge moins 20 microcoulombs, et ainsi de suite. Voilà ce que veut dire que le condensateur doit rester globalement neutre, quel que soit l'instant t. Ainsi, nous voyons que les armatures ne sont pas indépendantes et qu'il suffit de savoir ce qui se passe sur l'une d'elles pour déterminer ce qui se passe sur l'autre. Du moins, au niveau de la charge électrique, si on connaît la charge électrique de l'une des armatures, alors l'autre on est déduite par cette relation. Donc là, vous pouvez me dire, oui, mais quelle armature on va considérer? Celle qui est à droite ou celle qui est à gauche? Y a-t-il un moyen de choisir? Est-ce qu'on choisit au hasard l'une des armatures? Oui, nous avons toujours la liberté de choisir quelle armature décrire, mais pour pouvoir utiliser les mêmes relations toujours, on doit faire toujours les mêmes choix. On va essayer d'établir des relations mathématiques, et ces relations mathématiques dépendent du choix qu'on va faire. Donc il est préférable de faire toujours le même choix, c'est-à-dire d'adopter une convention qui permet d'utiliser correctement toujours les mêmes formules. Alors quelle est cette convention concernant l'armature à choisir pour le condensateur? Là il faut se rappeler certaines choses sur l'intensité du courant électrique. L'intensité I du courant électrique est une grandeur algébrique en fait. C'est une grandeur qui peut être positive ou négative. L'exemple le plus illustratif est celui du courant alternatif. Si vous considérez un générateur qui délivre une tension sinusoïdale par exemple, ou de manière générale une tension alternative, et si je place ici un dipôle quelconque ou une résistance par exemple, alors le courant électrique va changer régulièrement de signe au cours du temps, de manière alternative. Pendant un certain temps, le courant circule dans ce sens, puis dans ce sens, etc. Là, je décris le sens réel du courant électrique. Cependant, sur le schéma du circuit, on se contente de représenter
une flèche qui a un sens fixe pour I. Alors, je pose la question, comment cette flèche fixe traduit-elle ce courant qui est réellement alternatif, qui est en train de changer de sens? En fait, c'est à travers le signe de I. Ceci devient clair lorsque on représente I en fonction du temps. I, en fonction du temps, pour une tension sinusoïdale par exemple, il a l'allure suivante. Et vous voyez que là où nous avons une valeur positive de I, et là une valeur négative, etc. Et c'est en fait le signe de I qui nous renseigne sur le sens réel du courant électrique. Pendant l'alternance positive, par exemple, ici, le sens réel du courant est celui qui est représenté sur le schéma, alors que pendant l'alternance négative, le sens réel du courant est opposé à celui qui est représenté sur le schéma. Et ça se répète ainsi. Donc, ce qu'on représente sur le schéma est seulement le sens positif. Et d'ailleurs, on peut le choisir de manière arbitraire. Et une fois qu'on a choisi, c'est le signe de I qui nous renseigne sur le sens réel du courant électrique. Et le signe de I est obtenu soit par une mesure, c'est-à-dire en plaçant un ampèremètre qui reçoit le courant de ce côté et qui le fait sortir par ce côté, et là il va nous donner le signe de I, ou bien par un calcul. C'est-à-dire que si je connais R, si je connais la tension, si j'applique les lois, si j'applique la loi d'Emaille et la loi d'Ohm, etc., je peux faire un calcul et déduire I. En résumé, on choisit un sens positif, et c'est le signe, et seulement le signe de I, qui nous renseigne sur le sens réel du courant électrique, qui est obtenu soit par mesure, soit par calcul. Alors maintenant, on va utiliser le sens de I pour choisir l'armature à étudier sur le condensateur. En fait, par convention, lorsqu'on choisit de représenter le sens de I comme ça, par exemple, alors l'armature qu'on va étudier est celle qui va recevoir ce courant, celle-là, et on va par convention noter sa charge électrique Q. Si on fait l'autre choix, si on a choisi de représenter I dans ce sens, alors l'armature qu'on va étudier par convention, c'est celle-là, et la charge de l'autre armature, on est déduite de manière simple, c'est-à-dire en utilisant cette relation, c'est la charge moins Q. Et là aussi, la charge de cette armature est moins Q. Il faut faire attention ici. Ici, moins Q et là, plus Q ne renseignent pas sur le signe réel de la charge sur l'armature. Il faut se rappeler que Q est une grandeur algébrique. Par exemple, cette armature, elle possède une charge nulle, puis elle acquiert une charge négative, puis au cours du temps elle change et acquiert une charge positive. La fonction Q en fait est une fonction du temps et elle peut prendre des valeurs positives ou négatives, tout comme I. Bien sûr aussi, la charge de l'autre armature est aussi algébrique. Nous n'avons pas encore répondu à la question: existe-t-il une relation mathématique entre l'intensité I du courant électrique et la variation au cours du temps de la charge électrique, qui est décrite par sa dérivée de Q par rapport au temps? Là, pour répondre à la question, il faut se demander que représente exactement l'intensité I du courant. En fait, I, l'intensité I du courant, est un débit de charge. C'est un débit de charge électrique à travers une section, à travers une surface. Et dans un fil électrique, forme cylindrique comme ça, l'intensité I du courant est le débit de charge électrique qui traverse la section du fil dans un sens donné. Ça, c'est le sens positif représenté par cette flèche. I est un débit de charge électrique, veut dire que I est la quantité de charge électrique par unité de temps qui traverse la section. C'est-à-dire, si la charge électrique est exprimée en coulomb et que le temps est exprimé en secondes, alors I s'exprime en coulomb par seconde. Et là, vous pouvez dire, mais I s'exprime en ampères. Oui, 1 ampère est en fait égal à 1 coulomb par seconde. Donc I représente le débit de charge électrique
à travers cette surface qui est la section du fil, mais dans les schémas de circuit électrique, les fils électriques sont représentés par des lignes. Alors, la section du fil se réduit à un point et on se contente d'indiquer seulement le sens positif de cette manière. Mais ceci ne change pas le fait que I est un débit de charge électrique à travers la section du fil. Maintenant, si ce débit de charge électrique est en train d'alimenter l'armature d'un condensateur, c'est-à-dire on va se placer en ce point et on va prendre par exemple un courant électrique égal à 5 millicoulombs par seconde, 5 milliampères, et on va se demander, en fait, ces charges électriques qui arrivent au rythme de 5 millicoulombs chaque seconde, 5 millicoulombs traversent ce point. Où vont-elles? Elles vont sur l'armature du condensateur, elles finissent par s'accumuler ici sur cette armature. Donc cette armature, sa charge électrique est en train de changer. Or, on vient de dire que la charge électrique se conserve. Chaque seconde, la valeur de la charge électrique totale sur l'armature est en train d'augmenter de 5 millicoulombs à chaque seconde. À partir de là, si I est égal à 5 millicoulombs par seconde, alors la charge électrique est en train d'augmenter, c'est-à-dire que la dérivée par rapport au temps est positive, que la valeur de Q augmente d'une valeur de 5 millicoulombs chaque seconde, c'est-à-dire 5 millicoulombs par seconde. Bien sûr, ceci reste vrai quelle que soit la valeur considérée, et on peut bien sûr vérifier que I et dérivée de Q ont aussi exactement le même signe. En fait, si I est positif, il y a un débit positif de charge électrique dans ce sens, c'est-à-dire que cette armature est en train de gagner en charge positive, c'est-à-dire que la valeur de Q augmente. Et si Q augmente, alors la dérivée de Q est positive. C'est le même signe. De même, si I est négatif, je n'ai pas besoin de changer le sens de la flèche, mais le signe de I, c'est-à-dire que I égale dans ce cas à moins 5 microcoulombs par seconde, alors que cette armature est en train de gagner en charge négative, c'est-à-dire que sa valeur est en train de diminuer, et ceci est équivalent à dire que la dérivée de Q est négative. Ce qu'on vient de faire là, c'est un bilan de charge électrique, et on a considéré le fait que la charge électrique se conserve, et clairement, nous avons la relation suivante, I est égal à la dérivée de Q au niveau du condensateur. I est le seul débit qui alimente cette armature, et il y provoque la variation de la charge électrique. Donc cette relation est importante, c'est une relation valable pour l'armature du condensateur choisie selon cette convention. On doit toujours respecter ce choix. Q, c'est la charge de cette armature qui est en face, celle qui reçoit I. Et une fois cette convention adoptée, alors nous avons la relation suivante. Et cette relation, nous allons l'utiliser plusieurs fois dans les calculs. Dans cette vidéo, on vient de présenter le principe de fonctionnement du condensateur et d'introduire cette formule qui décrit une relation entre le courant électrique et la charge électrique. Dans une prochaine vidéo, on va parler de la capacité du condensateur. Merci d'avoir suivi.